Donc bonsoir à tous. Donc on a le grand honneur de recevoir Thierry Chanté ce soir. Euh, Encore un assureur d'ailleurs au sein de l'association Renommée. Pas seulement, Il y heureusement. en a beaucoup, et pas seulement un assureur, et surtout un militant de l'économie sociale. Euh, il dit d'ailleurs souvent solidaire et civique surtout. Donc Thierry a effectivement, comme militant d'économie sociale, on va le rappeler quand même, a été le président et a créé le Forum international de l'économie sociale. Et effectivement, si on regarde son parcours, qui est très riche, il est passé par beaucoup de sociétés d'économie sociale, par des associations. Il est toujours, si je ne dis pas de bêtises, administrateur de la G2R et surtout président de la fondation AG2R. Hmm. Exact. Et à ce titre, effectivement, comme moi d'ailleurs, il connaît assez bien l'économie sociale. Euh, alors aujourd'hui, on le reçoit effectivement pour son premier roman, puisque il n'est pas à ses premières œuvres. J'ai dû calculer qu'il y avait plus d'une vingtaine de livres déjà réalisés, mais effectivement, ils tournent tous autour de l'économie sociale et solidaire, et aussi assez régulièrement sur la démocratie. Et donc, voilà, des livres euh, plutôt à caractère effectivement ou économique ou je dirais un peu plus dans son domaine d'activité. Et là, c'est un premier roman, donc un tout autre exercice. Et un roman qui, bon, je crois qu'on posera la question tout à l'heure de savoir pourquoi un roman aujourd'hui, euh, et un roman qui nous le dira, mais qui s'appelle William et Gorka, et effectivement qui raconte une histoire de deux frères, et je vais pas aller plus loin, ce sera à Thierry de faire la présentation. Euh, et, euh, et chose surprenante aussi, donc après cette présentation de William et Gorka, on aura le professeur Umberto Pozzi, que tout le monde commence à bien connaître. Donc, je rappelle quand même pour nos invités, professeur de politique économique et européenne et de politique économique internationale à la faculté des sciences politiques de l'université de Rome, et qui a déjà fait plusieurs interventions auprès de la JM, membre aussi du conseil d'administration, euh, et qui ouvrira un débat suite à la présentation de Thierry sur la paix, est-elle, enfin, impossible ou possible. Et donc, c'est ce que nous allons découvrir à travers ce roman qui cache, à mon avis, beaucoup d'autres idées qu'une simple histoire. Thierry, je te laisse la parole, je n'hésite pas à compléter ma présentation qui est peut-être lacuneuse. Merci beaucoup. Je suis heureux évidemment d'être au milieu de vous ce soir. Évidemment, la paix impossible, c'est la question qu'on se pose encore plus depuis quelques jours avec le drame survenu, la tragédie survenue après l'attaque du Hamas à l'égard d'Israël et c'est une tragédie, évidemment, une sorte de communauté tragique de destin que l'on voit se dessiner devant nous entre dans cette partie du Moyen-Orient, et comme si l'agression de la Russie à l'égard de l'Ukraine ne suffisait pas, comme si les 47 ou 48 autres conflits et guerres en cours dans le monde ne suffisaient pas. On est donc dans un moment je dirais profondément triste et inquiétant, auxquels s'ajoutent les attaques terroristes, je dirais individualisées, frappant à nouveau un enseignant en France, frappant deux Suédois à Bruxelles, et on doit évidemment avoir une pensée aujourd'hui pour toutes celles et tous ceux qui souffrent dans leur chair de cette situation terrible. Alors, pourquoi j'ai écrit un roman sur les tentatives de recherche de la paix d'une certaine façon? C'est parce que je crois que, tout simplement, j'ai essayé d'observer ceux et celles qui luttent pour la vie et pour la paix, et donc de tenter d'approcher
ce qui peut les animer. Et donc c'est pour ça que je suis sorti du cadre des essais, qui m'est par ailleurs assez familier sur le plan politique ou sur le plan de l'économie sociale et solidaire. Et je me suis dit que c'était une façon particulière, effectivement, qui peut être discutée, mais d'aborder un sujet, si j'ose dire, de cette dimension, un sujet si grave, mais pour montrer que, après tout, on peut se demander si il n'y a que les organisations internationales, si j'ose dire, que les États qui peuvent agir pour la paix, est-ce qu'il n'y a pas aussi la société civile organisée? D'autant plus que, ici la liste des organisations qui s'occupent, qui luttent contre la guerre, qui essayent de se battre pour la paix, c'est une longue liste. Il y a des organisations de nature très diverse d'ailleurs, internationales, qui luttent contre les guerres, qui luttent contre les agressions, qui essayent de promouvoir la paix et la conciliation. Donc c'est aussi à celles et ceux qui, évidemment, animent ces réseaux internationaux que je pensais. Même si, évidemment, je ne dis pas que l'organisation pacifiste qui est décrite dans mon roman leur ressemble exactement. Je ne pourrais pas prétendre ça. Mais il y a évidemment des cousinages. Et il me semble que, face à la tragédie que nous vivons, encore une fois, il est important de voir ce qui peut être fait, de regarder, de côtoyer d'une certaine façon celles et ceux qui agissent sur le terrain. Voilà ce que je voudrais dire pour commencer, mais je pense que Umberto Triolzi va me poser quelques questions pour que nous allions ensemble plus loin, et les autres aussi, évidemment, peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent, qu'elles veulent. Peut-être je laisse Umberto, je laisse la parole à Umberto pour entamer le dialogue. Ok, bon, d'accord. D'abord, je dois te remercier, Thierry, parce que pour moi, c'était vraiment un plaisir lire ton livre, et surtout, il y avait longtemps que je ne lisais pas un livre en français. Je travaille tout le temps en anglais, j'écris en anglais, mais malheureusement, dans mon métier, l'anglais c'est obligatoire, et malheureusement, les Français, c'est pas utilisé trop dans l'économie. Bon, et ça a été pour moi très utile parce que j'ai appris beaucoup de mots que j'avais oubliés. Mon français, c'est pas très bon, mais j'ai vraiment apprécié beaucoup, et j'aimais beaucoup lire ton livre. Donc, mais je crois que la première question que je veux te poser, c'est là. Il y a beaucoup de façons, de nombreuses façons d'aborder la question de la paix. On peut parler de la paix en termes juridiques, et on fait référence aux traités internationaux, aux organisations humanitaires. Mais on peut parler de la paix en termes économiques. Moi, je connais assez bien le sujet, parce que quand on parle de la paix, le problème c'est les coûts de l'absence de la paix, donc la guerre. Mais on peut parler aussi de la géopolitique, c'est-à-dire tous les efforts qu'on voit dans le monde pour s'approprier de quelque chose, pour être présente dans certains secteurs, dans certaines positions très importantes de nouveaux pays. Donc, tu as traité le sujet de la paix dans une façon très particulière. Mais aussi, si on pense à ce qu'on a lu, moi je pense à les romans sur la paix et la guerre, Tolstoï, Remarque, Hemingway, mais aussi Thomas Martin et des autres auteurs qui ont parlé de la paix, c'est très intéressant. Mais tu as choisi quelque chose de différent. Et la demande que je te fais tout de suite, c'est, le roman que tu as écrit, c'est pas l'histoire de deux hommes, William et Gorka, qui sont tout à fait différents entre eux, et même quand ils parlent de problèmes de la paix, ils parlent comme comme faire travailler les réseaux. Et bon, il y a une distance très nette.
et même on le voit à la fin du ton roman. Donc, est-ce qu'on peut dire que les romans, c'est en effet l'histoire d'une façon de voir le fonctionnement des organisations internationales et non seulement ce qu'on toujours et aujourd'hui on parle de la paix. Tu parles de la paix dans une façon tout à fait différente. C'est là la question que je commence à te poser. Oui, écoute, les deux personnages, William et Gorka, ne sont pas des frères, ce sont, comme tu as compris à travers l'histoire de deux personnes de profils très différents, avec William qui est quelqu'un qui bouge, qui est un homme de mouvement, qui va sur le terrain, alors que Gorka est un analyste, mais aussi quelqu'un qui est immobile d'une certaine façon et en même temps en alerte. Donc je crois qu'ils se complètent. Et en même temps, ils ne travaillent pas seuls, ils sont entourés de femmes et d'hommes qui souvent ont souffert de conflits internes à leur pays ou entre deux pays, qui ont souffert de guerres, qui parfois ont été torturés. On n'est pas dans un réseau de naïfs, on n'est pas avec ce réseau pacifiste avec des naïfs, on est avec des personnes qui ont été confrontées à la guerre, qui ont été confrontés au conflit, qui en ont subi les conséquences dans leur chair ou qui ont vu certains des leurs torturés ou disparaître. Donc, je pense que ces acteurs qui sont dans mon livre ont une conscience forte des risques, aussi une conscience forte. Et d'ailleurs, il y a des discussions par moments difficiles entre eux ou entre elles sur quelle efficacité ils ont ou pas. Et c'est la notion de responsabilité, d'une certaine façon, qui est derrière. À quel niveau se situe la responsabilité? Est-ce que la responsabilité de recherche de la paix ne relève que des organisations internationales, comme je le disais tout à l'heure, ou des États? Est-ce qu'elle ne relève pas aussi des efforts, des actions qui peuvent être engagées par des réseaux internationaux qui parfois sont volontairement très discrets, mais qui recherchent quand même l'efficacité, qui cherchent à peser. Et on voit bien dans les livres que ces femmes et ces hommes interviennent sur le terrain et sont effectivement des groupes. Le réseau est très organisé. Avec des moyens modestes, mais très organisés, avec des réunions régulières, avec des groupes qui agissent sur le terrain, des groupes d'action, qu'on peut appeler les camps. Voilà, donc c'est effectivement une vue différente de celle des grands auteurs que celle que tu as citée. Je me garderai bien de me comparer à eux, évidemment, mais disons que j'ai voulu essayer d'éclairer une action de la base, d'une certaine façon, et d'une base agissante et transfrontière. Ce sera ma première réponse. Si je peux continuer, je pense que dans les romans, tu as bien décrit l'histoire de ces deux hommes, du réseau, et de leur façon de concevoir une politique qui doit toujours avoir là comme sujet la paix. Mais le réseau ne marche pas. Et le réseau, il est bien développé, il est dans le terrain, comme tu as dit, mais il démontre que dans tous les rendez-vous que tu as présentés dans le roman, non, dans des différents restaurants, bars, dans qu'ils sont, et c'est aussi intéressant de te demander, mais pourquoi dans les bars ou dans les restaurants? Donc, ça c'est une troisième question. Mais quand même, je trouve que la description que tu as donnée de ces deux hommes, en effet, montre une faiblesse. C'est-à-dire, ils sont pris par ces idées, ils sont très courageux, ils ont développé des réseaux très importants dans les GAMP, des groupes d'action mobiles par la paix, dans tout le monde, mais ça ne marche pas. Et parce que tout le monde il n'est pas très content de ce qu'ils font.
ils considèrent ces deux messieurs qui ont fondé les réseaux comme des personnes faibles. C'est tout le temps, il y a plusieurs quelqu'un, tout le monde complaint le fait que ce réseau ne marche pas très bien, ils sont trop faibles, et ils sont un peu naïfs, peut-être, surtout dans la dernière partie, quand il y a la tragédie de William qui disparut. Donc, je trouve que c'est un peu particulier la façon dans laquelle tu as pris cette histoire pour raconter les organisations internationales. Est-ce que c'est comme ça ou tu vois quelque chose d'autre? Oui, alors je ne crois pas du tout qu'ils soient faibles. Je pense que ils sont, comme ils sont modestes, globalement d'ailleurs, pas simplement les deux, et je crois qu'on voit bien l'importance effectivement des groupements, des femmes et des hommes qui sont dans ces groupements et qui alertent, parfois devancent des événements et qui cherchent effectivement à développer le dialogue sur le terrain. Et en même temps, ils ont une capacité d'autocritique. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la notion de faiblesse avec la capacité d'autocritique. Il y a effectivement des personnages dans ce roman qui sont d'ailleurs parfois, on se demande s'ils ne sont pas des traîtres à l'intérieur du groupe. Hein. Certains sont une position très ambiguë. On le voit et on se demande parfois s'ils ne sont pas des agents un petit peu, je dirais, un petit peu à contrario avec Mais ce réseau est conscient du fait qu'il ne peut pas faire les choses tout seul et il cherche à s'appuyer sur un certain nombre d'autres acteurs, par exemple l'organisation interéconomique multicontinentale que j'ai inventée, mais qui correspond à des choses qui existent. Et donc là, il s'appuie dans ce cas-là sur des réseaux économiques et industriels en se disant, ben voilà, il faut qu'on y aille ensemble pour effectivement voir quel type d'échanges économiques, etc., vont dans le bon sens. Et il s'appuie sur d'autres acteurs. Et je pense que en Amérique latine et dans d'autres endroits que je cite, effectivement, ils montrent une certaine efficacité. Alors c'est une efficacité lente, peut-être, hein, mais c'est une efficacité diffuse au bon sens du terme. Et donc, je pense que leur présence même, d'ailleurs, qui gêne sur le terrain, hein, parce qu'on cherche à éliminer enfin, ils ont des adversaires, hein, qui vont les chercher là où ils sont sur le terrain et essayent de les bloquer. Donc, s'ils étaient faibles, s'ils étaient inefficaces, on ne viendrait pas les contrer sur le terrain. Et on ne viendrait pas, à la fin, coincer William qui s'imagine qu'il va pouvoir convaincre les acteurs guerriers, les acteurs forts qu'il va rencontrer. Alors il disparaît, on ne sait pas s'il disparaît complètement. À la fin de ce livre, on ne sait plus ce qu'il va devenir, mais son histoire n'est peut-être pas obligatoirement finie, justement. Voilà, c'est donc moi j'insiste sur l'idée, il ne faut pas confondre capacité d'autocritique, capacité d'analyse permanente. C'est-à-dire, c'est pas des naïfs, justement. Je répète que c'est des gens qui ont souffert souvent dans leur chair, qui ont vu des gens disparaître autour d'eux, qui sont engagés sur le terrain, qui prennent des risques que d'autres ne prennent pas, et qui obtiennent quand même au fur et à mesure des résultats. Voilà, c'est aussi des lanceurs d'alerte à leur façon. Hein. Les défend, là. J'ai encore beaucoup de choses à te demander. Tu m'avais posé une troisième question. Pourquoi dans les restaurants? Pourquoi oui, tu as construit cette histoire avec la description de ces rencontres dans des restaurants un peu particuliers. J'ai choisi l'improbable exprès parce que il se trouve que cet improbable n'est pas toujours improbable. Je prends un exemple modeste, hein, mais que j'ai vécu. Hein, au moment où il y avait encore le régime
en Pologne de dictature. Hein, voilà. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller là-bas portant des messages, etc. Et on m'avait dit, il faut que tu ailles à l'endroit le plus visible parce que personne ne pensera que tu iras là. Ça ne concernait pas simplement moi, ça concernait d'autres, qui est la pâtisserie Biclé à Varsovie. Et ils m'avaient dit eux-mêmes, d'ailleurs, les Polonais qui agissaient sur place, Couronne, Michnik et bien d'autres, Gremek, bien sûr, que ils se réunissaient parfois dans des endroits très visibles, parce que personne ne pouvait penser qu'ils oseraient aller là. Alors, c'est un peu ça qui m'a inspiré. Ok. Mais encore, dans l'histoire de William et Gorka, il y a aussi une présence très particulière, et c'est elle. Oui. La femme qui a donné deux enfants à deux hommes différents, et dans chaque chapitre, à la fin, presque tous les chapitres à la fin reportent les mots d'une chanson parce qu'elle les chante, et cette poésie, je dirais, sont très intéressants et on les lit avec plaisir. Mais c'est un peu particulier la façon dans laquelle tu as présenté aussi cette histoire. Pourquoi? Oui, j'ai voulu effectivement rompre peut-être un certain classicisme avec cette femme effectivement qui est une chanteuse très connue qui tourne dans le monde entier, qui chante dans le monde entier et qui en même temps est une sorte de vigie parce que elle suit, bien que visiblement elle ne vive plus avec ni l'un ni l'autre, elle suit ce qu'ils font et avec même à distance, avec une réelle attention, elle pointe leurs faiblesses et leurs forces quand elle estime qu'il faut le faire. Et elle reste en permanence, elle observe en permanence, elle les alerte parfois sur eux-mêmes, pour reprendre le mot alerte. Et c'est un personnage effectivement central dans le roman. Elle, personnage à la fois qu'on voit peu et qu'on voit beaucoup. Elle est faussement en retrait, je dirais, et régulièrement, effectivement, elle les provoque aussi. C'est aussi une provocatrice, mais c'est une provocatrice qui parfois fait mal, mais qui est très constructive en même temps. Oui, c'est une histoire un peu particulière parce que elle aime ces deux hommes qui sont un peu différents l'un de l'autre et il a décidé d'avoir des filles avec eux. Donc il faudrait demander à Sophie quelle est la position de femme en relation avec cette histoire très particulière que tu as créée. Ok, ça c'est peut-être plus tard. Mais j'ai une autre demande qui est un peu plus sérieux. Tu as parlé de William et Gorka comme des personnes qui sont capables de développer des dialogues avec tous les gens qu'ils rencontrent, même s'ils n'étaient pas d'accord. Mais ils étaient là pour trouver une solution, parce que l'objectif final, c'était, comme on a dit, la paix. Mais ils sont un peu naïfs, parce que si je cherche trouver des idées dans mon histoire, c'est-à-dire une histoire dans laquelle j'ai eu l'opportunité de travailler avec les organisations internationales, mais aussi avec les ONG, les organisations pas gouvernementales. Et il y a dans ces organisations beaucoup de faiblesses, beaucoup de faiblesses. Tu connais mieux que moi. Les Nations Unies ne marchent pas. Et même les organisations qui travaillent dans le secteur ils sont de volontariat. Et quelquefois, vraiment, ils cherchent de faire trop et pas toujours avec l'efficacité qu'on devrait avoir. Donc, je me demande
dans l'histoire, les organisations qui ont été, qui sont dedans les romans, ne démontrent pas une capacité de voir une possibilité de réussir à garantir la paix. Je trouve que même dans les discours, la défense du réseau de la part de William et Gorka, c'est un peu faible. Et je sais pas, ça c'est mon idée, parce que peut-être les romans ne demandent plus que ça. Mais pour ceux qui connaissent assez bien les organisations internationales et aussi le fonctionnement des associations de volontariat, quelquefois on trouve que il manque de réalité. Ils sont très bien, enfin ils font beaucoup de choses, mais quelquefois il manque à mon avis, il manque de réalité. Donc est-ce que c'est ça dans les romans et tu l'avais imaginé ou tu as choisi cette façon de ton roman de raconter comme ça ou quelque chose d'autre? Non, oui, enfin, encore une fois, je pense que les groupes qui agissent dans le cadre de ce réseau sont très proches du terrain, le connaissent bien, sont conscients de la modestie de leurs moyens et pourtant avancent et cherchent à créer des discussions, des négociations, parfois au péril de leur vie, et on le voit d'ailleurs, pour citer le groupe numéro 4 qui se fait coincer sur le terrain et qui a du mal à échapper effectivement aux attaques dont il est l'objet, est obligé de se déplacer avec prudence, de se cacher pendant un moment. Donc moi, ce qui me frappe par rapport à ce que tu dis, quand on regarde effectivement la liste des organisations anti-guerre et favorables à la paix que je montrais tout à l'heure, je suis frappé de voir le nombre d'organisations et le manque de dialogue entre elles. Ça, c'est une vraie marque de faiblesse, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, ces organisations, employer un mot qui peut choquer, mais ont l'air d'être concurrentes les unes par rapport à d'autres, forcément parce qu'elles viennent elles ont des origines très différentes, politiques, notamment, parfois religieuses, et elles sont, je dirais, dans des cases différentes tout au monde. Et c'est vrai que il est dommage, et c'est une suggestion que je fais en même temps, que ces organisations-là ne se parlent pas plus, ne se réunissent pas ensemble, ce qui frapperait quand même l'opinion si elles le faisaient. Parce qu'elles sont nombreuses, certaines sont solides depuis quand même, tiennent le coup, si vous me permettez cette expression un peu simpliste, depuis longtemps. Et donc, s'il y avait une conférence internationale de l'ensemble de ces mouvements, ou en tous les cas de la majorité d'entre eux, ce serait quelque chose. Et quand j'ai écrit mon roman, je pensais à ça. Je pensais à ça, mais je ne voulais pas compliquer non plus le scénario. Mais c'est aussi dans l'esprit de William et Gorka et d'Areta et d'autres qui sont autour de la table. Ils sont approchés d'ailleurs par un autre réseau à un moment donné, qui vient d'Amérique latine, mais qui n'est pas très clair et dont ils déjouent les vrais motifs. Mais je pense que ça c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est que effectivement, eux ont choisi dans le cas de mon roman de peu s'exprimer à l'extérieur, plutôt de ne pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, etc. Ils mènent des actions plutôt souterraines, je dirais. En tous les cas, ils estiment eux que leur efficacité est plutôt là. Mais ça peut se discuter. Je le reconnais. Peut-être qu'ils auraient plus de poids, le réseau dont je parle, s'ils s'exprimaient plus. Mais eux estiment que c'est une mise en danger et qu'il vaut mieux agir sur le terrain, s'organiser entre soi, tout en cherchant des appuis. Et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Donc,
Voilà. Alors, tu as abordé de manière incidente, mais c'est un sujet de taille, l'efficacité ou la non-efficacité de l'Organisation des Nations Unies. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui écrivent, et encore très récemment, est-ce que l'ONU n'est pas en train de glisser vers la SDN? Alors, d'abord, je dirais que l'ONU a beaucoup plus d'actions et d'assises que la SDN et joue un rôle à travers ses organisations, à travers ses agences, qui est parfois quand même, certaines d'entre elles, des actions concrètes et qui ont des effets. Je pense au programme des Nations Unies pour le développement, qui a quand même eu une influence évidente. Je pense à la CNUSED, je pense à d'autres. Donc moi, je respecte ça. Je le respecte d'autant plus, je le dis au passage, que après 10 ans, comme quoi il faut être patient, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté en avril, à l'unanimité, une résolution reconnaissant l'économie sociale et solidaire. Donc voilà. Donc je respecte ça évidemment par définition. Alors sur le plan évidemment de la paix et de la lutte contre les guerres, c'est un autre sujet. Et on sait bien que l'action de l'ONU a été affaiblie par évidemment ce qui est survenu avec les casques bleus en Yougoslavie ou en Rwanda. Mais ça, il faut probablement repenser un certain nombre de moyens d'action de l'ONU. C'est peut-être ça qui manque aussi. Et je pense que si on estime que, par exemple, la formule des casques bleus est usée, pour les raisons que je viens d'évoquer, il faut avoir le courage de monter autre chose, d'avoir d'autres règles du jeu. Et ça, je pense que tu dois penser quelque chose de similaire à ce sujet. Effectivement, peut-être que, par exemple, une force de paix, une nouvelle force de paix, qui s'appellerait pas les casques bleus, devrait reposer sur peut-être du volontariat, peut-être être plus encore qu'aujourd'hui le sont les casques bleus dans leur troisième génération, puisqu'on en est à la troisième génération des casques bleus. Peut-être qu'il faut passer à quelque chose de plus puissant, de différent, qui repose pas sur des échantillons armés, mais sur peut-être un système de volontariat qui marque une plus grande indépendance par rapport aux États. Voilà, je jette quelques idées là, mais qui sont discutées d'ailleurs dans le roman à un moment donné. Quand tu as commencé à parler de ton roman, tu as dit que c'est un peu étrange que quand on en parle de la paix, on parle des États et on parle des organisations internationales qui travaillent pour garantir la sécurité internationale et la paix. Mais il n'y a pas suffisamment la société civile. Donc, je te demande dans quelle façon ton roman peut être considéré un roman qui, quand même, demande quelque chose de plus à la société civile pour garantir la paix, pour travailler pour la paix, pour trouver des façons de combattre la paix et les conflits et la guerre. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Oui. Tu penses que c'est possible de voir une liaison comme ça ou pas? Oui, je pense qu'effectivement, tu poses à nouveau la question de l'efficacité et tu as raison. Moi, je pense que dans d'autres domaines, les ONG, les organisations internationales qui s'occupent de sujets a priori différents, mais que ce soit sur le climat, que ce soit sur l'économie sociale et solidaire, que ce soit sur l'énergie, etc., souvent contribuent d'une certaine façon à construire la paix parce que ils participent à la résolution de problèmes concrets et finalement ont un profil souvent pacificateur, même s'ils ne l'affichent pas directement.
Donc, je pense que les ONG ont démontré la capacité des sociétés civiles à s'organiser de manière efficace. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que, et j'y insiste, je viens de l'évoquer, mais leurs actions, souvent, vont dans le sens de la paix, directement ou indirectement. Moi, j'estime que Médecins sans frontières et bien d'autres organisations, WWF et d'autres qui sont dans différentes vont en ce sens. Maintenant, je pense qu'effectivement, la société civile, d'une certaine façon, malgré toute la liste que j'évoquais tout à l'heure, Bourse internationale de réconciliation, Organisation mondiale de la paix, sur la paix de la terre, force de paix non violente, etc. Malgré tout, je pense que globalement, la société civile n'a pas osé suffisamment aller en ce sens. Et on lui a expliqué qu'il ne fallait pas qu'elle ose, qu'elle n'était pas faite pour ça. C'était fait pour les gens sérieux, les gens qui sont en responsabilité, etc. Ça me rappelle le thème qui a été développé dans les pays européens souvent par des politiques. La politique, c'est un métier. C'est terrible. Non, la politique, c'est représenter le peuple, c'est agir pour le peuple. C'est comme ceux qui disent qu'on doit gérer absolument une collectivité locale comme une entreprise. Je veux dire, il y a quelque chose à comprendre derrière, mais c'est quand même pas ça la République. Bon, eh bien là, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression qu'on s'est entêté, enfin, qu'il y a eu une volonté de dire oui, écoutez, vous ne mêlez pas de ça, quand même. C'est fait pour les grandes organisations, c'est fait pour les États. Vos trucs, vos machins, là, c'est bien sympathique, mais bon, ça va comme ça. Et donc, oui, je pense qu'il faut avoir un nouvel angle de vue là-dessus, peut-être utiliser aussi d'autres moyens, pas seulement ceux que je décris dans le roman, mais certainement d'autres aussi. Et ça, c'est une vraie question. Et d'une certaine façon, c'est un peu l'interpellation qu'il y a dans mon livre, même si elle est peut-être trop discrète, mais c'est quand même l'interpellation, oui. Bon, alors, si on peut maintenant et commencer à bavarder de la paix comme on la voit toujours, en essayant de trouver des liens avec ton roman. Je crois que c'est très important de commencer à réfléchir sur ce que la société civile peut faire de plus. Tu as raison quand tu dis que on a fait beaucoup de choses, on a des organisations qui marchent très bien, c'est vrai. Mais maintenant, toutes les organisations internationales doivent bavarder avec la société civile, organisée. Et c'est différent. Seulement avec la société civile organisée, les organisations internationales ont une façon de dialoguer, de les entendre quand ils doivent décider quelque chose d'important dans des politiques sectorielles ou choses comme ça. Mais la société civile, c'est une idée pas tout à fait homogène. Et la société civile, peut-être en Europe, a des éléments plus en commun, mais la société civile dans des autres pays, je pense à l'Asie, je pense à l'Afrique, c'est une entité qu'on doit bien comprendre. Autrement, on commence à donner des responsabilités que la société civile n'est pas avoir. Moi, je suis tout à fait d'accord que si on parle de ce qu'on peut faire en Europe pour essayer de commencer une négociation entre la Russie et l'Ukraine, je crois que la société civile n'a pas fait beaucoup. Parce que je pense que, surtout, je pense à la France qui a une responsabilité très grande parce que c'est le seul pays qui est le membre permanent du Conseil de sécurité. Mais je crois que même l'Europe n'a pas fait beaucoup. On peut imaginer que l'Union européenne, qui est très importante parce que l'Union européenne, c'est une organisation qui
peut avoir la parole, peut participer à l'Assemblée générale, c'est reconnu. Et d'abord, l'Europe et tous les pays européens sont les principaux donateurs au monde. Donc, on doit s'attendre à une capacité de proposer quelque chose de plus fort pour essayer d'avoir des négociations plus concrètes pour garantir la paix en Europe et même maintenant dans le Médio-Orient. Je crois que tout est laissé aux pays qui sont très responsables ou très forts, comme la Chine ou comme les États-Unis. Mais la société civile pourrait avoir un pouvoir majeur si commence à changer un tout petit peu, parce que comme ça, dans la façon dans laquelle on le voit agir maintenant, je trouve que c'est un peu faible. Pensez-vous seulement une chose que j'ai dit dans ma présentation à l'association Jean Monnet, quand j'ai proposé que l'Europe, ensemble avec la France et avec tous les pays membres, devait, dans une certaine façon, décider d'avoir des manifestations en commun. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des différentes manifestations en France, en Italie, en Grande-Bretagne, mais organiser une seule manifestation citoyenne européenne contre la guerre, pour la négociation, pour la paix, pour aussi dire à la Russie que les Européens ne sont pas contre la Russie, ils sont contre Poutine, contre l'oligarchie russe qui est très fort maintenant, qui contrôle tout, vraiment. Mais là, j'ai l'impression, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Russie, en travaillant avec des facultés de Saint-Pétersbourg, et je crois que les Russes ne sont pas comme Poutine. Ils ont quelque chose de plus, c'est peut-être quelque chose de mieux. Mais maintenant, ils ne sont pas capables de faire rien parce que 20 ans de la politique de Poutine a cassé la possibilité de montrer, de bavarder librement, d'avoir une justice indépendante. Donc, je trouve qu'il faudrait essayer d'avoir des façons plus en commun avec les autres pays pour démontrer notre volonté de faire cesser la guerre et avoir la paix, heureusement, parce que ça, c'est un problème pas seulement de l'Ukraine et de la Russie, c'est un problème d'Europe, nous sommes 450 millions de citoyens européens, donc on devrait penser de faire de plus que de ce qu'on a vu dans ces derniers ans au mois. Ça, c'est mon idée, naturellement. Je ne sais pas si c'est bon. Alors, moi, je voudrais dire trois choses. Il y a une dizaine d'années, oui, un peu plus, je vais prendre l'exemple de l'économie sociale et solidaire. Quand nous avons créé le Forum international, on nous a dit ça va servir. Personne ne voit ce type d'économie de la même façon sur le globe. Vous rêvez. Et on n'était pas nombreux au début. Et on était au début surtout quelques Européens. Eh bien, et on nous disait, les Asiatiques viendront jamais, les gens d'Amérique du Sud ont autre chose à faire, les Africains encore plus. À quoi vous pensez? C'est le type de réaction qu'on a rencontré. Un doute très fort sur ce qu'on voulait entreprendre. Et on nous a pris pour des naïfs. Et ça s'est pas fait tout seul, ça c'est clair. Mais je prends un exemple qui m'a beaucoup frappé au départ. Une des premières réunions que nous avons tenues, pas loin du Mont Blanc, parce qu'on appelait ça les rencontres du Mont Blanc, un représentant de la grande coopérative laitière de l'Inde, Amul, très, très forte, très active, nous a dit, en séance, écoutez, en venant dans l'avion, nous nous sommes dit, ces gens-là, on les connaît pas.
Et sans doute qu'eux, ils ne nous connaissent pas vraiment non plus. Mais nous nous sommes dit, il faut y aller. On va voir. Et un Japonais s'est levé en disant, c'est exactement ce que nous avons pensé quand nous sommes venus ici. On s'est dit, il faut y aller. Et peu à peu, effectivement, il y a eu autour de la table des représentants de ce monde de tous les continents. Et nous avons vu qu'il y avait des tas d'initiatives qui se prenaient dans le monde que nous n'imaginions pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'était plus facile d'abaisser les barrières dans ce domaine-là de l'économie sociale et solidaire que dans d'autres cas, mais c'était pas aisé et ça s'est révélé possible. Ça s'est révélé possible. Voilà. Donc moi je pense qu'il n'y a rien d'irrémédiable et que quelles que soient les difficultés et les barrières, les ressentiments qui existent, les prises de position religieuses ou politiques ou autres sont évidemment très fortes, très puissantes et je me fais pas d'illusions là-dessus. Mais je pense qu'il y a rien d'irrémédiable et donc moi je pense que ça va effectivement. Il faut voir comment on peut agir au-delà de l'Europe. Sur ce qui concerne et donc moi je serais favorable à ce que se rencontrent, je le redis, les organisations internationales qui existent déjà, pour voir comment elles pourraient ne plus vivre à côté les unes des autres, mais vivre ensemble, au moins pour renforcer un certain nombre d'appels et peser. Je suis d'accord en même temps, bien sûr, sur le fait que en Europe, ça devrait être une évidence. Ces actions devraient être une évidence et je rejoins totalement ce que tu as dit. Effectivement, des manifestations communes transfrontières devraient exister. En Italie, il y a chaque année des marches pour la paix en Italie qui se répètent avec un nombre de gens importants, etc. Et effectivement, par exemple, une rencontre avec des organisations, avec d'autres, avec une partie de la société civile des autres pays de l'Union européenne serait quelque chose d'excellent et on pourrait, je pense à l'Italie, pas simplement parce que tu es italien, mais parce que j'ai été attiré, si j'ose dire, mon attention a été attirée par ces manifestations qui se passent régulièrement en Italie, et je pense que ça pourrait être une occasion de capter l'attention d'autres acteurs de l'Union européenne, et ça, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Peut-être aussi qu'il faut faire une pétition, puisqu'il y a un mécanisme européen qui permet d'interpeller le Parlement européen. Il faudrait peut-être se saisir aussi de cet outil-là qui existe. Il est loin d'être parfait, mais il existe. Et s'il était utilisé là, ce serait peut-être aussi utile. On avait tenté une démarche il y a plusieurs années à propos de ce qui se passait au Kosovo et autour de Kosovo. On avait fait une pétition qui avait été transmise au Parlement européen, mais je pense que on n'avait pas la force nécessaire à l'époque pour que ça pèse. Mais en agissant dans le sens que tu as décrit là, je pense que oui, on peut faire quelque chose. Et moi, je te propose qu'on contacte effectivement. Je pense à Jean Fabre, qui est un des acteurs de ce qui est lui né français, mais qui a vécu en Italie. Je pense à d'autres qui sont très mêlés à ça. Moi, essayons de faire quelque chose. Essayons de faire quelque chose. Je crois que Thierry, du moment que nous faisons partie de l'association Jean Monnet, je crois que l'association ou
où les membres de l'association doivent faire quelque chose de plus pour garantir la paix. Et on est tous des personnes qui connaissent assez bien les règles internationales. On a passé beaucoup d'années en travaillant avec toutes ces organisations. Moi, j'ai travaillé dans tout le monde parce que j'ai travaillé avec le ministère de l'étranger en Italie. Donc, j'ai eu la possibilité de voyager et de connaître beaucoup de pays. Et ça m'a aidé beaucoup dans mon activité. Je crois qu'on devrait faire quelque chose de plus. Faisons-le. Si je pense à ce que l'Union européenne a fait avec la coopération, avec les pays en voie de développement ou qui sont maintenant plus développés. Et vraiment, moi j'ai écrit un chapitre dans un livre qui est apparu récemment, mais en étudiant la coopération européenne avec les pays, je pense sur le pays des MENA, non, les Méditerranéens et les pays de Nord d'Afrique, ça s'appelle MENA en anglais, et bien c'est vraiment, il a fallu complètement. Oui. Il a employé 5 différents politiques dans toutes les périodes quand la communauté a été bâtie, 1958, parce qu'il a commencé de suite, non, d'aider les pays qui étaient des colonies une fois. Mais en lisant ce qu'ils ont produit, c'est presque rien. Et pourtant, le montant d'argent qu'il n'aura pas dépensé pour ces pays qui dépensent chaque année, c'est pas mal. C'est pas vraiment. Donc, c'est une politique qui doit changer. Tu as raison. Il faut changer. Et nous sommes avec des problèmes qui sont pas les mêmes dans les périodes après la guerre. On est vraiment dans une situation difficile. Si on n'arrive pas à trouver une solution, les risques sont vraiment très graves. Parce que qui va s'arrêter en Ukraine ou en Russie? Je ne pense pas que la Russie va décider de fermer la guerre parce que l'Ukraine est très forte, ou vice versa. Non, je ne crois pas. Donc c'est à nous, à la société civile, à les personnes qui ont la capacité de connaître, de s'expliquer, de parler, d'étudier, d'écrire, parce que nous passons la vie à écrire. Et donc, c'est à nous qu'il faudrait trouver une façon d'être plus capable et plus efficace pour garantir la sécurité internationale et la paix. Je crois que en t'écoutant, il m'est revenu une chose à laquelle j'ai participé qui avait fait du bruit, et pas simplement du bruit, qui a été très contesté aussi, qui était la marche pour la survie du Cambodge, début des années 80. Et à la marche pour la survie du Cambodge, on était une centaine, mais nous venions des différents continents. On s'était jamais vus, on se connaissait pas, et on était là. Et il y avait des personnalités fortes, politiques, mais aussi des artistes fortes, etc. Et là, la presse internationale était là, il y avait eu un retentissement. Bon, certains ont critiqué, en même temps, en disant c'est pas ça qu'il fallait faire, et puis vous auriez dû faire ça plus tôt, etc. Bon, mais ce que je retiens quand même, c'est que effectivement, et ça préfigurait un petit peu ce que tu dis, c'était une réunion, c'était un groupement international de gens qui venaient manifester contre une situation. Bon, l'idée, c'était de permettre l'arrivée des médicaments, etc. Au Cambodge, qui était à ce moment-là occupé par les Vietnamiens, qui en même temps eux-mêmes avaient eu le mérite de faire fuir le régime épouvantable qui avait dominé le Cambodge pendant trop d'années. C'était une situation compliquée, très compliquée. Mais donc, en tous les cas, voilà, et puis il y a eu sûrement d'autres exemples. Dans mon roman, j'imagine qu'il existe ce que j'ai appelé le club des clubs pour la paix, et qui est constitué par des présidents de républiques ou
et d'autres responsables d'autres types de régimes, par des anciens présidents, etc., qui décident de se parler et d'agir ensemble. Bon, alors ce club des clubs pour la paix agit là, dans le cas de mon roman, de manière discrète, mais efficace, alors pour le coup, en s'adressant à leurs collègues ou anciens collègues, en disant attention, là, il faut faire ou pas faire ceci et cela. Donc, c'est aussi une idée, hein. Moi, je pense de manière peut-être naïve pour le coup que les anciens présidents qui, par exemple aux États-Unis, sont à la tête de fondations incroyables, mais aussi présidents ou anciens présidents ou anciens premiers ministres européens ou d'autres pays pourraient aussi se parler, pas simplement faire des déclarations séparées les uns des autres. Ça pourrait être utile et on pourrait aussi les interpeller. Et puis évidemment, je te rejoins tout à fait. Je pense que l'association Jean Monnet doit continuer à agir et approfondir son action tout à fait dans le sens que tu dis. Et l'appel qu'on a relancé avec Philippe Lorette, avec notre ami Crimelin et d'autres, et notre ami Lieven qui est là, va en ce sens. Mais je pense qu'il faut, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on réfléchisse à comment aller plus loin. Ok. Alors, j'ai une dernière demande. Est-ce qu'on peut penser, je me réfère surtout maintenant à ton roman, mais est-ce que William, il est mort? Est-ce que William, il a disparu? Est-ce que William, il a rencontré une situation très difficile quand il était dans le dernier voyage? Il a rencontré des personnes qui ont contrôlé tout, parce que tu as décrit une situation qui est allée pire en pire, non? Parce que il croyait de bavarder avec des gens pour trouver une solution, mais à la fin, quelqu'un a intervenu et les jeux sont finis. Donc, je me demande, ça c'est un peu un roman, donc, mais c'est pas, on connaît pas la raison pour laquelle William a décidé enfin d'aller là, et puis il n'a pas réagi parce qu'il a bavardé à truc, il s'est pas défendu, il est resté un peu en silence, non? Il n'a dit pas grand chose. Est-ce que tu vois la possibilité de continuer les romans? Imaginer une histoire qui peut se continuer ou non? Parce que même l'histoire entre les deux personnage plus important, non? Et Gorka est resté à Paris et il se demande où est Williams. C'est vraiment une histoire interrompue, une histoire pas terminée. Est-ce que tu penses de continuer? Alors, évidemment, ça souligne le fait que William est quelqu'un qui, comme je le disais, est en mouvement en permanence, qui estime qu'il faut aller sur le terrain, qu'il faut voir, qu'il faut rencontrer, et donc il prend des risques. Et là, il se doutait en partant que s'il en avait parlé à Gorka, Gorka aurait tout fait pour l'en empêcher. C'est clair. Gorka, parce que Gorka est immobile, mais il est très informé, il est en alerte, il voit ce qui se passe, il voit les dangers, il voit aussi ce qui l'oriente. Bon. Et donc il trouve d'ailleurs, pas simplement à cette occasion, à la fin du roman, mais que parfois William va prendre des risques qui sont trop grands. Voilà. Mais en même temps, il reconnaît qu'il forme un tandem de ce point de vue-là. Il y a celui qui voilà, va se rendre compte, qui accompagne, qui va chercher des solutions sur le terrain, et puis celui qui finalement est le coordinateur un petit peu en retrait, effectivement, mais qui en réalité balise le terrain, hein, prépare les choses. Voilà. Alors effectivement, William, encore une fois, il décide d'y aller parce qu'il se dit, moi j'ai repéré des acteurs avec lesquels il faut discuter, c'est risqué, mais il faut le faire. Et il le dit hein, quand il est en avion, là, et quand il va. Voilà. Et effectivement, il se trouve face à des gens qui sont habiles, hein, qui l'attirent dans le piège, et qui disent, vous,
toi, il le tutoie, et il les tient, vous êtes des fauteurs de paix. Vous êtes des fauteurs de paix. Et on n'en veut pas de la paix. C'est clair, ils le disent, et c'est là où ça se révèle le piège. Nous, on est là pour combattre. On est là pour détruire. Ça rappelle quelque chose dans les heures que nous vivons. Et donc, effectivement, ils tombent sur des gens très déterminés, qui, eux, sont des guerriers, et qui estiment que, voilà, faire passer leur idéologie, leurs idées, leur volonté éventuellement de conquérir des territoires passe avant tout, et que la paix, c'est fait pour les faibles. Que ça. Donc, il est dans une situation effectivement plus que préoccupante. Gorka essaye de comprendre où il est, etc. Et elle, dont tu parlais tout à l'heure, elle lui dit, dis donc, pour une fois, il faut que tu bouges, d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, elle ne rit plus, c'est un ordre, hein, d'une certaine façon, qu'elle lance là. Hein. C'est une femme puissante, quand même. Hein. D'ailleurs, il y a plusieurs femmes puissantes dans le roman. Je parlais d'Aretha tout à l'heure, et d'autres encore. Donc, écoute, tu rejoins une remarque que m'a fait Philippe Lorette il y a quelques jours en me disant « j'attends la suite ». Donc, devant ces provocations, je vais y réfléchir. Si je peux ajouter quelque chose, Thierry, puis je demande au secrétaire, parce que moi je peux continuer. Il peut y avoir d'autres questions. D'autres questions à te poser, mais je crois que on peut pas. Mais je trouve que dans la fin de ton roman, il y a beaucoup de choses que moi-même dans mon histoire j'ai essayé, parce que je me rappelle très bien dans la période dramatique de l'Italie avec le Brigade Rouge. Oui. Quand j'étais tout jeune, j'étais à l'université, j'étais un jeune chercheur, et on manifestait dans les rues contre le gouvernement, on voulait changer les choses, la politique et tout ça. Mais la situation a changé complètement parce que dans les mouvements qui étaient un mouvement pacifique, on était dans les rues, on faisait rien, on était très élevés, on criait et tout ça. Mais à ce moment-là, les brigades rouges sont entrées dans les mouvements et ils ont commencé à tirer contre la police. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. Tout le monde échappait, tout le monde s'enfuit parce qu'on ne pouvait rien faire, parce qu'ils avaient des armes. Donc, et c'est exactement la fin de ton roman, non? Parce que quelqu'un qui était plus fort, plus déterminé et plus organisé a pris William et l'a porté, on ne sait pas. Donc, c'est un peu l'histoire de mouvements que nous avons essayé même en France, avec les 608, non? Oui. Qui, à la fin, n'ont pas été capables de changer vraiment. Et ça, c'est un peu le dommage que j'ai que je regrette un peu, parce qu'on a fait beaucoup, mais à la fin, on n'a pas changé grand-chose. Alors, peut-être que Fabien Chevalier, le co-organisateur, et d'autres veulent nous poser des questions. Oui, je vais me permettre deux questions. Oui. La première, c'est, on dit souvent qu'un auteur s'inspire de sa propre vie, et notamment s'investit dans les personnages qu'il écrit. Donc je voulais savoir de quel personnage tu étais le plus proche, ou celui éventuellement que tu aurais voulu être. C'est la première, mais je vais savoir y répondre. Moi, quand on écrit, on imagine des personnages. On est loin de soi-même quand on écrit quand on crée des personnages. Moi, je pense, enfin, sauf quand il y a évidemment des écrivaines ou un écrivain écrit une sorte de biographie, comme est en train de le faire de Sartre, par exemple, dans son dernier livre, ou d'autres. Très bien. Mais sinon, moi, franchement. Je laissais courir mon imagination. Alors évidemment, j'avais une idée des personnages, mais c'est des personnages imaginés, alors qui sont forcément inspirés par un croisement, je dirais, de personnes que j'ai connues.
et pas seulement de moi-même. Sûrement, il y a une partie de moi-même je veux pas le contester, mais je pensais plutôt la confluence, la rencontre que j'ai pu faire d'un certain nombre de personnages, femmes et hommes, qui se retrouvent là, pas simplement dans William et Gorka, mais dans les autres personnages aussi. Et alors, vous avez tous les deux parlé beaucoup de la nécessité que la société civile s'empare, entre guillemets, de la paix. Et ma question, c'est, et notamment l'Europe, en tout cas l'Europe devrait être plus présente, si je retiens vos deux interventions. Est-ce que la problématique de la société civile en Europe, c'est que justement, on n'est peut-être pas encore, à part nous qui sommes dans cette association, mais ce que nos compatriotes ne sont pas finalement suffisamment citoyens européens? Moi, je pense il y a eu quelque chose de très symbolique, c'est que aux élections européennes, on vote pour des listes nationales, même s'il peut y avoir des candidats d'autres pays sur une liste en France ou inversement en Italie ou en Allemagne, ce qu'on sait trop peu. Mais on devrait voter pour des listes européennes. Ça changerait quand même pas mal les choses et ça donnerait une autre vision. Mais je rejoins Umberto par rapport à la question que tu poses, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement il faut regarder comment on peut dire je vais dire ça de manière un peu simple, comment on peut dire à la société européenne, tu peux y aller, tu dois oser, tu dois dire, tu dois t'exprimer, et ça doit être fait ensemble. Oui. Ça, c'est le message, exactement. Oui. Bon, ok. Eh ben, de toute façon, on est quasiment sur le temps qu'on s'était imparti. Alors, Fabien, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être resté avec nous, d'avoir organisé cette rencontre. Et merci aussi à Thierry, parce que j'aime beaucoup bavarder avec toi, avec tous ces problèmes qui sont communs, et surtout pour trouver des solutions. Je trouve que notre vie est faite surtout de trouver des solutions. Quand on écrit, quand on est dans certains lieux de connaissances, il faut trouver des solutions. On ne peut pas rester comme ça. La situation est dramatique dans tous les pays, dans tous les 50 conflits qui sont dans le monde. Donc, c'est là que le message qu'il faut donner aux jeunes surtout. Les jeunes. Nous sommes vieux, les jeunes doivent être dans la rue, doivent avoir des idées, des objectifs importants à suivre. Okay. Je pense, Umberto, que tu as raison de parler des plus jeunes que nous, même si on reste d'esprit, bien sûr. Mais je crois que quand on voit l'engagement qu'ont les jeunes dans le monde associatif ou équivalent en Europe sur les thèmes évidemment du climat, sur le thème de la justice sociale, sur le thème de l'insertion, sur le thème de l'énergie, sur l'énergie verte évidemment. Quand on voit l'engagement qu'ils ont et leur capacité d'innovation, évidemment, il faut les encourager à agir dans le sens que nous avons exprimé là, et ils feront probablement mieux que nous. Peut-être. Peut-être. On l'espère quand même. Merci à toi pour tes questions incisives et stimulantes.